Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mizan TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Retour sur l'info en compagnie de Fouad Barry. Bonjour. Bonjour Farouk, bonjour à nos auditeurs, à tous nos auditeurs. On va évoquer donc les élections européennes. Le Rassemblement national a obtenu 31,5% des suffrages. Le parti de la majorité présidentielle, 15%. L'abstention s'élève à peu près 50%. Que peut-on analyser de ces résultats d'un point de vue global? Alors bon, je pense que c'est intéressant de revenir sur les chiffres. Hein. Tu as présenté quelques chiffres. Alors bon, j'ai fait l'effort de regarder les derniers résultats. Alors il y a deux partis dans ces européennes qui ont remporté plus de sièges que la précédente élection européenne. Et je pense que c'est assez symptomatique et assez symbolique. Donc le Rassemblement national, effectivement, qui a gagné 12 sièges de plus et qui a 30 sièges. Voilà, 30 sièges et 31,4% des votes. Voilà, donc ça c'est le premier parti. Et le second, c'est LFI, donc la France Insoumise, hein, qui remporte 9 sièges et qui gagne 4 sièges de plus que le précédent scrutin européen. Donc ils ont 9 sièges avec à peu près 10% des votes. Voilà, donc ça c'est pour le Rassemblement national LFI. Alors il y a le parti de Valérie Hayer, je crois, voilà, donc cette coalition issue, qui défend les couleurs de Macron, pour résumer. Oui. Il faut savoir que c'est pas le parti Renaissance seulement, c'est une coalition, il y a le MoDem dedans, il y a l'UDI, donc les démocrates, Les centristes. voilà, les centristes, voilà, le parti radical, et puis Horizon. Voilà, donc c'est une coalition qui obtient 13 sièges, voilà, donc 14,6%, c'est-à-dire la moitié en termes de pourcentage des voix de ce scrutin par rapport au Rassemblement national, la moitié par rapport au... Mais tu disais aussi que le PS a augmenté son nombre de voix, non? Par rapport aux précédentes élections? Alors, ce que j'ai, alors, non, je parlais des LFI par rapport au nombre de sièges, au nombre de sièges. Alors, on a effectivement aussi la liste Réveiller l'Europe, donc la liste de Raphaël Glucksmann, donc le fils Glucksmann qui exhume toute une tradition, tradition c'est peut-être pas le mot qui convient d'ailleurs, mais toute une expérience politique qui avait fait assez de dégâts en France, donc post-mai 68, c'est un peu l'affiliation Cohn-Bendit, voilà, c'est tout cet héritage-là qui revient avec le Parti socialiste, effectivement, qui reste la base. Ils sont passés du trotskisme au néoconservatisme. Maoïsme, parce que le père Glucksmann, il me semble qu'il était maoïste. Voilà, donc il y avait des trotskistes et des maoïstes qui sont devenus néoconservateurs, hein, donc c'est-à-dire des atlantistes, Alignés sur l'OTAN, voilà, sur le soutien à Israël. Exactement, exactement. Cette liste s'appelle Réveiller l'Europe. Voilà, donc ils ont obtenu 13 sièges, c'est-à-dire 13,8% des votes. Et ça, on va y revenir. Et pour terminer ce tour de table des résultats électoraux, les Républicains qui n'obtiennent que 6 sièges. Voilà, donc c'est l'effondrement de la droite, hein, voilà, qui est totalement siphonné, aspiré par l'extrême droite. Et on comprendra très très vite pourquoi. Donc ils ont 7,3% des votes et ils ont perdu un siège par rapport au précédent scrutin. Les écologistes, Europe Écologie Les Verts, qui ont perdu 5 sièges et ils ont gagné, ils n'ont remporté que 5 sièges. Voilà, ils en ont perdu 5, donc ils avaient 10 sièges précédent scrutin, 5,5% des votes. La liste de Marion Maréchal, qui a fait sécession avec la famille. Donc c'est pas un beau message en termes de valeurs familiales pour un parti conservateur de droite tel qu'ils se définissent parfois. La France fière, hein, la France fière, donc ça rappelle un peu les fiertés gays, la fierté. C'est intéressant. Hein, c'est le mois des fiertés là actuellement. La France fière qui remporte 5 sièges. Voilà, donc l'extrême droite officielle remporte donc on avait dit 30 sièges, donc 35 sièges. 35, l'extrême droite officielle, voilà, donc j'en ai pas plus. Et finalement, gauche unie, c'est-à-dire les communistes, ils ne remportent aucun siège avec 2,4% des votes, voilà. Donc au total, on a 23 sièges. Alors, je mets Macron et la coalition macroniste de côté, parce que
Alors c'est affaire d'analyse, hein, mais est-ce que Macron est de droite ou de gauche? À mon avis, il n'est ni de droite ni de gauche. Hein, c'est un libéral pur jus qui applique des recettes de droite ou de gauche sociétale selon les différentes directions. Mais voilà, le libéralisme, il y a un libéralisme de droite, il y a un libéralisme de gauche, mais on est vraiment dans le libéralisme autoritaire, certes, effectivement. Mais je pense pas qu'il existe 3 blocs, comme on le disait suite aux élections présidentielles précédentes, à savoir un bloc de gauche, on va dire LFI, PS, Vert, bref, je vais pas citer tout le monde. Un bloc central plutôt majorité présidentielle avec ses alliés LR sur certains projets de loi, et un bloc de droite, d'extrême droite plutôt, RN Reconquête. Est-ce que tu penses que ça schématise correctement ou tu vois les choses différemment? Alors il faudrait voir quelles sont les stratégies au niveau européen, parce que effectivement là on parle du scrutin européen, on parlera ensuite des législatives, parce que ça a été un peu le coup de théâtre, le coup de théâtre de la dissolution, comme on avait tweeté. En termes de dissolution, Macron sait de quoi il parle, pour faire un petit peu une boutade. Je ne sais pas quelles sont les stratégies de couloir. Macron a dit qu'il n'y aurait pas de négociation, justement, raison pour laquelle il a annoncé la dissolution. Mais effectivement, LR qui a un discours d'extrême droite, hein, l'immigration, l'islam, etc. Donc c'est devenu le discours de la droite. Donc il y a plus d'extrême droite finalement. Il y a une droite, il y a une nouvelle droite. Qui s'est converti et rallié aux thèses qui étaient traditionnellement portées exclusivement par l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui est devant. La droite a disparu. Elle commence, elle va sur son déclin. Hein. Elle n'a que 7% des voix. Hein. On se rappelle du RPR, de l'UMP, jusqu'à Sarkozy, l'UMP, Sarkozy, etc. Et d'ailleurs, il y a des passages. Hein, comment il s'appelle? Thierry Mariani. Il y a comment il s'appelle? Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, qui était passé par le Front National, jeunesse, ensuite il avait rejoint l'UMP, alors qu'il est proche de De Villiers, donc c'est vraiment des personnes extrêmement, qui sont vraiment d'extrême droite. Le partiel UMP LR est revenu à Reconquête, vous voyez. Donc il y a vraiment un passage, il y a une mobilité de certains cadres politiques de la droite à l'extrême droite. Donc il y a plus de frontières en fait entre les deux partis. Comment expliques-tu la baisse vertigineuse des Verts, l'augmentation de la liste Glucksmann-PS comment se sont réparties les voix? Parce que le FN, par exemple, le RN, est passé, il me semble, de 23 à 32. Donc le parti de Macron a perdu peut-être un peu 7 à 8%. Comment se sont répartis les votes selon toi? Les Verts ont été votés pour Glucksmann. Comment ça s'est Alors avant d'en arriver là, donc je disais Macron, voilà, selon les analyses, certains peut-être le classent à droite ou à gauche. Moi je pense qu'on est vraiment dans le pur libéralisme. Mais si on fait le décompte des sièges par rapport à cette élection, on a 23 sièges pour l'extrême droite et la droite, réunis. Et sans compter Macron, sans compter la liste portée par Valérie Hayer, et 27 pour la gauche et l'extrême gauche. Voilà, en additionnant tout ça, ça fait 27. Donc il y a un peu plus de sièges, sauf que à gauche il y a 4 partis, il y a 4 formations, alors que à droite il y en a que 3. RN largement en tête, le LR avec 7% des voix et je sais plus combien de sièges et la France fière de Marion Maréchal. Voilà, donc il y a 3 partis et je compte pas les macronistes là-dedans. Donc on a un peu plus de sièges pour la gauche extrême gauche et désunis. Voilà, désunis et d'ailleurs on en reparlera avec la dissolution. Je pense que la division de la NUPES a dû rentrer en ligne de compte dans les calculs de Macron. Maintenant, pour répondre à ta question, alors, je pense qu'il faut tirer un bilan quelles sont les conséquences de cette élection, quel regard on peut porter là-dessus. Donc, suprématie électorale de l'extrême droite française, qui n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ce résultat de Rennes n'est pas une surprise. Je veux dire, ça fait des années qu'on voit l'extrême droite française monter en puissance, aller au taquet de la droite qui n'abordait pas certains sujets et siphonner totalement le discours de la droite, qui aujourd'hui la droite a repris le discours complet de l'extrême droite, y compris chez Macron. Hein. On a bien vu qu'une partie du programme du Rassemblement National, ex-Front National, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Macron et le gouvernement Macron ont repris certaines mesures, la fermeture de mosquées,
C'était prévu dans le programme de la dernière présidentielle. Interdiction de l'abaya. J'ai vu que sur le site du Rassemblement national, ils indiquaient que le gouvernement avait repris cette mesure. Donc on a déjà une petite partie du programme du Rassemblement national qui est appliquée en France. Voilà. Et il faut bien comprendre ça. Ça c'est quelque chose d'important. Maintenant, ça ne veut pas dire que il y aura pas une différence en cas de majorité parlementaire du Rassemblement national aux prochaines élections. Encore une fois, on y reviendra. Donc suprématie électorale de l'extrême droite. Confirmation de la disparition de la droite classique, ça je reviens pas là-dessus. À gauche maintenant. D'abord un commentaire politique, après je reviendrai sur ta question sur la sociologie électorale. Comment évoluer les votes voilà. On a quand même vu la victoire de Glucksmann sur la gauche Mélenchon LFI. Donc ça c'est le premier commentaire qu'on peut faire sur ce résultat électoral, alors qu'au présidentiel, LFI était la première formation de gauche. Était à 22% avec Mélenchon et le PS n'existe plus. Voilà, n'existait plus. Là, il y a une espèce de résurrection européenne du Parti socialiste. Même si, effectivement, c'est pas le Parti socialiste, ça n'a pas été affiché. Hein. C'est pas ce qui a été arboré, etc. À la liste, elle s'appelle Réveiller l'Europe, je crois. Je crois que c'est ça, Réveiller l'Europe. Bon, je retrouverai ça. Et c'est Glucksmann. Donc, on est vraiment dans une campagne de communication moderne. On affiche un personnage, un homme, un nom, un visage, un slogan, Réveiller l'Europe. Quand on voit la liste des personnes qui ont obtenu un siège, ce sont de parfaits inconnus. Hein, ils sont absolument inconnus. Hein. Donc cette victoire de Glucksmann sur la gauche LFI, elle mérite d'être analysée. Il faudrait quand même essayer de la comprendre. Comment on peut expliquer ça? Quelle est la base et là je reviens sur ta question. Quelle est la base électorale de Glucksmann? D'un point de vue déjà médiatique, il a été très mis en avant. Oui, ça c'est vrai. Raphaël Glucksmann, il est connu depuis plusieurs années, il est marié avec Léa Salamé, il me semble. Tout à fait. Qui est présentatrice sur France 2 d'un gros talk show donc le samedi soir. Donc c'est déjà une personnalité très connue, contrairement à Manon Aubry. Fils du père Glucksmann, hein, qui est quand même philosophe, homme de réseau, néoconservateur, qui avait soutenu la guerre en Irak, etc., qui faisait partie de ces nouveaux, ce qu'on appelait les nouveaux philosophes, je crois, avec BHL. Donc il y a effectivement, oui, tout à fait. C'est une personnalité connue, soutenue par pas mal de personnalités médiatiques. C'est un peu la gauche caviar, la gauche valse, la gauche printemps républicain. Il y a ce point-là, et il y a aussi le fait qu'il est, pour moi, à mon sens, j'ai l'impression qu'il a repris un peu le programme des Verts, l'écologie au niveau européen, et qu'il a siphonné leur voix. Hein. Alors, en fait, il faut regarder les résultats. Hein. Je crois que le dernier résultat des écologistes au précédent scrutin européen, en 2019, je crois que quand on regarde ce résultat-là, on a l'impression qu'il y a eu un transfert de ce résultat-là, donc de ce vote écologiste avec Glucksmann, et on retrouve beaucoup de mesures. Il y a plusieurs mesures dans le programme de Glucksmann sur l'écologie, les nouvelles énergies. Voilà, il y a plusieurs mesures, et effectivement, il semblerait qu'il y ait une alliance. Alors après, je sais pas, voilà, si ça s'est fait dans des négociations, etc., ou si ça a été un ralliement spontané sur la base d'une convergence d'idées, ou si Glucksmann les a séduits. Hein, ça je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rigueur en termes de mobilisation électorale de cet électorat. Donc c'est un électorat bobo, hein, c'est un électorat bourgeois de gauche. Donc ce sont des libéraux. Hein, ils sont tous libéraux. Hein, bobo de gauche, laïcard, un peu écolo. Voilà, post-mai 68, c'est des héritiers de mai 68, c'est-à-dire c'est une vision sociétale assez poussée du libéralisme, donc c'est pour ça qu'on parle du libéralisme de gauche. Donc voilà, c'est un petit peu la même matrice, hein, qui nourrit beaucoup de partis, mais elle se nourrit surtout là, parce que là on est dans le pur libéralisme. Alors que par exemple chez LFI, même si on en reparlera aussi, il y a toujours cette accusation ou cette critique sur les LGBT, le wokisme, etc., etc. Il y a eu un très gros matraquage médiatique contre LFI pendant ces derniers mois, contrairement à Glucksmann qui a été mis en avant. Quand on regarde les élections, plus les gens passent à la télé, plus les gens sont médiatisés, plus ils font de voix au final. Bardella, c'est l'une des personnalités qui a été le plus vue sur les gros médias télévisés. Glucksmann, c'est pareil. Manon Aubry, personne ne la connaît. Oui, c'est vrai. Il y a eu
enfin, je ne sais pas si c'est une erreur de casting, je ne pense pas, parce que Manon Aubry a quand même fait preuve d'assez de poigne. Elle n'est pas connue, c'est vrai. Donc, bon, il faut commencer quelque part. Jordan Bardella, est-ce qu'il est très connu du public? Ça fait combien de temps qu'il est sur la scène médiatique, Jordan Bardella? Ça... Bah, déjà en 2019, il avait fait 23%. Ouais. Donc là, on est en 2024, ça fait 5 ans. C'est son deuxième grand scrutin, on va dire. Voilà, il a eu le temps d'être médiatisé, je pense, alors que Manon Aubry, il y a 5 ans, personne ne la connaissait. Ouais. Aujourd'hui, il la connaissait un petit peu plus. La preuve, elle est passée de 6 à 10. C'est vrai que en termes de visibilité médiatique politique de LFI, on pensait plus à d'autres députés comme David Guiraud, qui ont été très actifs, Thomas Porte, Aymeric Caron, Mathilde Panot, voilà, donc qu'on a vu beaucoup, et d'ailleurs le LFI a fait beaucoup campagne sur la Palestine. Donc ça c'est quand même été un acte fort politiquement de cette liste, et ce qui fait que bon, beaucoup d'électeurs des quartiers ou même de l'électorat musulman, on peut le dire clairement, se sont penchés là-dessus. Maintenant, je pense Rima Hassan a été élue. Rima Hassan a été élue, et Habib Meyer est sorti. Voilà. A été déchu. A été déchu. Donc ça c'est une première manifestation de la justice, voilà, qui s'est traduite électoralement, hein. Donc c'est intéressant, symboliquement c'est fort. D'ailleurs Damien Rieu et Jean Messiha aussi n'ont pas été élus dans la liste, même si leur parti Reconquête Frontière a obtenu 5 sièges, mais ils étaient situés plus bas. Maintenant, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'abstention. Ouais. L'abstention, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, je dirais même que c'est le sujet majeur. C'est le sujet majeur parce qu'on est à 48%, 48 et des poussières d'abstention. En pourcentage d'abstention, donc du corps électoral. On peut dire 1 sur 2. Voilà, à peu près. Alors, je voudrais quand même donner un certain nombre de chiffres qui correspondent justement à cet électorat de LFI, voilà, qui nous intéresse, nous particulièrement à Mizzen TV. C'est une partie de nos auditeurs, et ça fait partie des sujets que nous suivons. Mais excuse-moi, avant ça, on peut pas faire un rappel d'abord? Le corps électoral, c'est combien de personnes? Combien de personnes sont inscrites? Combien de personnes sont mal inscrites? Combien de personnes votent aux élections? Alors, je crois qu'il y a à peu près presque 50 millions 49 millions et 49,5 millions de personnes qui sont inscrites, hein, si je me trompe pas. Alors, et il y a, je crois, 10 millions de personnes qui ne sont pas inscrites, qui pourraient voter, qui sont françaises, majeures, donc ça c'est les conditions, mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Voilà. Alors, il faut savoir que là, il y a une interrogation, parce que normalement, il y a un délai, c'est-à-dire, pour s'inscrire à une élection, il faut être inscrit un certain temps avant l'élection. C'est quelques semaines, je crois que c'est 6 semaines, voilà. Mais, étant donné que la législative, par exemple, puisqu'on peut déjà en parler, a été annoncée de manière abrupte, c'était pas prévu, elle a été annoncée de manière imprévisible. Il y a certaines mairies, France Info a fait un sujet là-dessus, pour se demander est-ce que ceux qui ne sont pas inscrits, donc les 10 millions, peuvent s'inscrire. Et là, pour l'instant, on ne sait pas trop en fait. Donc ça, c'est intéressant de constater que il y a un petit flou juridique, bon, qui est peut-être temporaire, mais ce serait intéressant que ces 10 millions puissent s'inscrire et participer justement à cette législative. Alors, quelques chiffres sur l'abstention, 48% au niveau national. En Seine-Saint-Denis, je parlais de cet électorat de LFI et de la gauche en général. En Seine-Saint-Denis, 56,6% d'abstention. Alors, parmi les 3 villes les plus importantes démographiquement de Seine-Saint-Denis, Astin, 68% d'abstention. On est à 20 points au-dessus de la moyenne nationale de l'abstention. C'est énorme. À Bobigny, 67,5%, pareil. À Montreuil, c'est moins, 48,5% d'abstention. Je ne parle que de l'abstention. En Seine-et-Marne, là je parle de manière générale, 51%, donc on est légèrement au-dessus de la moyenne. Dans le Val-de-Marne, c'est mieux, c'est 47%, donc c'est un point en dessous de la moyenne. Dans le Val-de-Marne, on a des villes comme Créteil, 48%, Champigny-sur-Marne, qui est une grande ville, 56%. Vitry-sur-Seine, qui est une grande ville aussi, un fief communiste, un ancien fief communiste, 58%. 58% d'abstention. Voilà. À Marseille, on est à 50% à peu près.
À Lyon, 36% et Villeurbanne, 48%. Et enfin, pour finir, à Lille, 46%. Donc, j'ai donné quelques chiffres qui correspondent à des foyers de population. On retrouve beaucoup d'ouvriers, enfin de parents qui étaient ouvriers, de familles ouvriers, ouvrières, issus de l'immigration, voilà, qui font passer, enfin de musulmans, etc. Et on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de départements où les taux d'abstention ils sont assez élevés. Mais ce qui est intéressant, je terminerai là-dessus pour l'abstention, c'est qu'il y a des chiffres encore plus dramatiques que ça, c'est en Outre-mer. Voilà, c'est dans les DOM, ce qu'on appelle les DOM-TOM. Ça monte à 87%. À 87% en Guadeloupe et en Martinique. La Réunion, je crois que c'est plus bas, mais c'est élevé quand même, c'est 67%. DOM-TOM, c'est 2 millions d'habitants. Voilà, 2 millions d'habitants. Et puis il y a Mayotte, je crois que c'est 58%. Mais 87%, je crois que c'est le record national d'abstention de cette élection. 87%. Voilà. Et ça, je crois que c'est un chiffre qui a pas été trop relevé. Donc il y a une plus forte abstention des potentiels électeurs de LFI aux élections européennes. Alors, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir que ceux qui ont voté dans les DOM-TOM, ils ont voté Rassemblement National. Hein. Alors après, il y a des populations blanches qui sont installées dans les DOM-TOM. Bon, après, il faut voir, faut affiner l'analyse. Mais là, je restais juste sur des pourcentages. C'est quand même assez impressionnant de voir ce type de pourcentage. Donc ça, c'est pour l'abstention. Et évidemment que l'abstention a joué un rôle, je pense. J'en parlais de Glucksmann. Pourquoi Glucksmann est passé devant LFI? Il me semble assez clair que le LFI n'a pas encore mobilisé une grande partie de son électorat. Ça peut s'expliquer aussi par rapport aux européennes. Les européennes n'est pas forcément une élection qui donne envie de se déplacer. Les gens comprennent pas les enjeux. On avait fait un entretien avec Ousmane Timéra où il rappelait justement que le Parlement européen, ils n'ont pas de pouvoir, les députés. Voilà, c'est les commissaires européens qui ont du pouvoir. Les commissaires ne sont pas responsabilisés électoralement. Ils sont nommés par une commission, etc. Il y a 48,5% là d'abstention aux élections européennes et il y avait 26% d'abstention aux élections présidentielles. Donc on voit, il y a un gros différentiel. Et peut-être que justement aux législatives, ce taux d'abstention va baisser. Oui, les législatives mobilisent beaucoup plus. Hein. Et ce qui va être intéressant, il y a deux choses intéressantes dans ces législatives imprévues, c'est que elles vont. Il y a des avantages et des inconvénients à ce type de situation. L'avantage, on va dire, c'est que ça permet de donner un thermomètre et une température assez fidèle des couleurs politiques et des tendances politiques en France. Il y a un autre élément, c'est qu'en général, les législatives suivaient tout de suite les présidentielles. Il y avait la présidentielle, parce que c'est un quinquennat maintenant. On est passé au quinquennat. Voilà. Avant c'était le septennat, avant c'était 7 ans jusqu'à Chirac, et après c'est passé au quinquennat. Voilà. Donc la législative suivait la présidentielle. Donc il y avait un effet de vague. Ceux qui gagnaient les présidentielles en général remportaient une majorité à l'Assemblée nationale. Les législatives. Mais là ça va pas être le cas. Alors c'est pas la première fois qu'il y a eu des législatives dans l'histoire de la Ve République dans un scénario de ce type. Mais voilà. Ça va pas on va pas suivre la présidentielle. Donc techniquement, le RN, si le RN et la droite et l'extrême droite font une liste commune, on peut avoir un Premier ministre, un Jordan Bardella Premier ministre aux prochaines législatives qui se passe dans 3 semaines, parce qu'il y a un délai de 20 jours. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce que tu as été surpris par ce revirement du président de la République hier soir, après les élections européennes une dissolution un peu imprévue, qu'est-ce que tu en as pensé de ce fait un peu historique? En fait, il y a plusieurs réceptions de cette décision. C'est vrai que ça a surpris tout le monde. On a été surpris, et c'est une manière aussi de voler le plaisir, avoir le plaisir du Rassemblement national. Bon, c'est pas notre préoccupation, on va pas s'en plaindre. Mais je sais pas, de certaines formations, LFI qui a gagné plus de sièges, voilà, bon, les bobos socialistes, voilà. Et pourquoi veut-il faire cette dissolution maintenant, aujourd'hui? Selon toi. Alors justement, il y a plusieurs raisons. Alors il y en a qui présentent Macron comme un Machiavel qui avait planifié ça et qui va rabattre les cartes et qui veut que Bardella gouverne 2 ans comme Premier ministre pour qu'il s'effondre.
pour qu'on voit, parce que dans le dernier débat avec Gabriel Attal, on voyait derrière le sourire de mépris et d'orgueil insupportable de Attal, voilà, parce qu'il avait coincé Bardella, qui effectivement, n'est pas un homme politique, même si on essaye de prendre un peu de distance par rapport au Front National là-dessus. Objectivement, bon, c'est pas un homme politique qui a de l'étoffe en fait. Voilà. On a vu qu'au RN historiquement, le débat notamment entre Macron et Marine Le Pen, le niveau. Mais ça ne s'est pas traduit par un échec électoral. Ça s'est traduit par une victoire. Malgré tout, il y a eu une dynamique. Il n'y a pas eu de conséquences parce que combien de gens ont vu ce débat déjà? Bon, je connais pas les chiffres. Mais les gens vont pas voter pour des techniciens en fait. C'est ça, c'est aussi une conception de la politique. C'est un programme, une vision. C'est une vision, un rejet aussi. Exactement. Donc, Donc, on abordera, je pense, les raisons du vote RN. Alors, oui. Alors, il y a. Alors, déjà pour la dissolution. Pourquoi Macron a dissous? Quelle stratégie? Alors, donc il y a ceux qui le présentent comme un adepte un disciple de Machiavel qui a tout, voilà. Il y en a qui disent que c'est le contraire, qui disent que voilà, cette décision est une décision stupide qui va permettre au Front National de revenir. C'est quand même risqué les JO, c'est dans quelques semaines. Et on a un potentiel donc Premier ministre du RN qui pourrait prendre le pouvoir avec potentiellement des grandes manifestations d'opposition. Penses-tu pas que c'est un peu risqué de sa part? Alors peut-être à gauche, peut-être que ça va réveiller un petit peu les mouvements étudiants, comme on a vu pour la Palestine, certaines à Sciences Po et à la Sorbonne, on avait vu des étudiants se mobiliser pour dénoncer le génocide israélien en Palestine. On voit déjà quelques mécontentements exprimés par la jeunesse, quoi. C'est souvent la jeunesse qui se mobilise. Peut-être qu'on aura ça. Et je pense pas que ça ira plus loin, sauf s'il y a des faits divers, qui vont. C'est ça en fait. S'il y a des faits divers dramatiques comme la mort de Naël, par exemple, ce genre de choses. Dans ce contexte-là, avec l'arrivée du Front National, là, par contre, oui, il y a des risques d'émeutes. Il y a des risques de débordement, d'embrasement, avec le cycle répression, expression de la colère, etc. Donc là, effectivement, ça pourrait arriver. Dans une période où il y a quand même un événement historique. En France. Surtout un événement économique. Oui, voilà. Parce que je reviens pas sur ce sujet des JO, mais il faut quand même dire que si on prend de la hauteur par rapport à ça, le Rassemblement national n'est pas un parti qui est dangereux pour l'oligarchie libérale en Europe. Il faut savoir que Macron, c'est sa matrice, c'est un libéral. Il préfère le RN à LFI. Ah, complètement. Mais il suffit de regarder le programme. Regardez le programme. Je veux dire, alors LFI ne propose pas de sortir de l'Union européenne, certes, mais le RN non plus. Le RN non plus. Par contre, il propose un impôt pour taxer le capital européen. Donc ça, on voit pas ça on n'a pas vu ça dans les autres programmes. Ni Glucksmann, soi-disant Parti socialiste. Ça, c'est vraiment, on est dans l'imposture. Hein. C'est vraiment un nom qui ne renvoie à aucune réalité. Voilà, ça. Il y a aucun socialisme dans la démarche politique de Glucksmann. On a vu aussi une autre mesure chez LFI qui est d'interdire aux députés européens d'être payés par des entreprises privées. Ça, c'est par rapport au lobbying et donc à une forme de corruption, à une corruption morale. D'ailleurs, une corruption politique, financière. Et d'ailleurs, Valérie Hayer avait été accusée par Manon Aubry, donc tête de liste de LFI, d'avoir reçu de l'argent par des entreprises privées. Et donc Valérie Hayer l'a attaqué en justice pour calomnie. Donc c'est pour montrer un petit peu que quand on regarde les programmes, le parti qui va le plus à contre-courant de l'oligarchie libérale en Europe, c'est plutôt LFI, par rapport aux mesures. Qui est diabolisé dans beaucoup de médias. Oui, traité d'antisémite, enfin beaucoup de membres de LFI qui ont été traités d'antisémites pour leur soutien à la Palestine. Voilà, et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a quand même, il y a souvent cette critique sur... alors là, dans l'électorat musulman, il y a souvent cette critique de dire que LFI, défend l'identité LGBT. C'est en gros, la Palestine c'est bien, mais bon, c'est du comment on appelle ça, de l'électoralisme. Voilà, c'est une stratégie purement électoraliste. Bon.
bon, je pense que quand on voit les risques et le contexte dans lequel le soutien, enfin la dénonciation des crimes israéliens en Palestine s'est effectué de la part des. C'est une conviction profonde, je pense. Ouais, je pense qu'on est au-delà de, l'électoralisme. Par contre, cette question de la défense des identités LGBT, voilà, qui est donc fortement critiqué par l'électorat musulman, d'ailleurs par tous les électorats confessionnels, qu'ils soient juifs, chrétiens, les religions de manière générale, ne sont pas favorables à la promotion et à l'expansion de l'habitus LGBT, si je peux le traduire comme ça. Bon, c'est intéressant de voir comme dans le programme européen de LFI, il n'y a aucune mesure de cette nature-là. Il y a juste il y a eu la reconnaissance de l'avortement dans la charte européenne des droits. Voilà, un peu ce qu'a fait Macron dans la Constitution française, voilà, de l'avortement. Donc l'avortement, bon, là je vais pas ouvrir la question. Tu me disais même que dans leur programme il y avait l'interdiction de la GPA. Alors ils sont hostiles à la GPA, voilà. Bon, maintenant effectivement il y a, mais ça il y a le programme national, il y a le programme européen. Il faut aussi être précis et rigoureux dans ces analyses-là. Faut pas greffer. Mais comme il y aura les législatives. Voilà, effectivement. Mais c'est pas non plus des promoteurs patentés. Et puis à droite, il y a aussi le lobby LGBT est présent à droite. Ni Zemmour, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella. Il y a que Marion Maréchal qui, dans son programme, a dénoncé le wokisme et les LGBT, mais sans proposer de mesures. C'est juste rhétorique. Voilà. Ne pas promouvoir, ou enfin je sais plus quelle formule a été utilisée dans le programme européen. Donc effectivement, c'est les seuls qui ont mentionné ça. C'est la France fière de Marion Maréchal. Mais sinon, la droite et l'extrême droite française n'a pas remis en cause le mariage pour tous. Ne s'est pas opposé, alors même sur la GPA, alors là il faudrait voir dans le détail. Il n'y a pas eu de remise en cause, voilà, et il n'y a pas eu de mesure, il n'y a pas eu de remise en cause de ce qui a été fait, il n'y a pas eu de mesure forte qui en fasse un marqueur politique de la droite. Donc bon, et on sait que des députés ou des membres de la classe politique de droite ou d'extrême droite soutiennent également ce type de mesures. Donc voilà, même s'ils le rendent pas forcément public. Voilà, donc c'est pas le clivage droite anti-LGBT, gauche pro-LGBT. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça c'était pour répondre sur ce reproche qu'on fait à LFI. Voilà. Que penses-tu de la stratégie de Macron suite à cette dissolution? Penses-tu qu'ils veulent couper l'herbe sous le pied de l'ex-NUPES ou du RN? Que penses-tu de ce projet-là? C'est la grande question qu'on peut se poser, hein, qu'a eu en tête Macron en annonçant cette dissolution. Effectivement, on peut considérer qu'il essaye de profiter de la division de la NUPES, qui a implosé d'ailleurs, hein, d'une certaine manière, pour se dire que finalement la droite et l'extrême droite, ou plutôt l'extrême droite et la droite, alors faut voir les accords ensuite, faut voir la cuisine électorale, parce que bon, Macron dit qu'il n'y a pas de cuisine électorale, mais il y a toujours de la cuisine électorale, malheureusement. Donc pour Macron, c'est l'occasion de se présenter comme le premier opposant, si la division fait son office, remplit correctement son office à gauche, si la division, ça mettra Macron en seul rempart et opposant numéro 1 à l'extrême droite française. Bah, c'est ça, parce que LR, c'est pas Bellamy qui n'a pas de charisme, qui a rappelé des anciens ténors, des anciens cadors comme Brice Hortefeux, Nadine Morano et même plus bas Valérie Boyer, etc. Bon, c'est pas ce LR là qui va. Et d'ailleurs, ils sont sur la même ligne politique. Donc, ils sont même pas du tout opposants. Ils sont complètement alliés de l'extrême droite. Ils sont sur la même ligne politique. Donc, le seul opposant qui resterait, malgré le fait qu'il ait appliqué une partie du programme, hein, ça faut être très clair là-dessus. La loi séparatisme, c'est ça. Les fermetures de mosquées, c'est ça. Les dissolutions d'associations, c'est ça. Les polémiques sur la abaya, c'est ça. Voilà. Donc, il y a, je veux dire, la ligne politique du Rassemblement national a déjà été mise en pratique
une partie de cette ligne-là ouais. par le gouvernement. Donc, il y a, voilà, le programme politique du RN fait déjà partie de l'histoire de France. Vraiment, simplement, c'est pas eux qui l'ont appliqué. Voilà. Ça, c'est tout la ruse des libéraux de savoir comment dire, gérer les colères populaires, les colères nationales, et voilà, les utiliser. Donc effectivement, on peut considérer que Macron se dit voilà, je me place en position d'opposant, voilà, éventuel. Et si j'échoue, et si le RN remporte les élections, Bardella devient Premier ministre. Et les Français vont constater, et ils vont pouvoir l'allumer quotidiennement pour montrer son incompétence. Voilà. Forcément, le Rassemblement national va devoir trouver des contre-feux, et on connaît ces contre-feux. Ces contre-feux, c'est l'islam, c'est les musulmans, c'est les immigrés, voilà. L'échec programmé du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national ne peut pas réussir. Aucun parti politique en France ne peut réussir à mener une politique tant qu'il n'est pas souverain. Il faut être souverain, il faut être maître de sa décision politique pour pouvoir agir. Voilà, quand vous dépendez des autres, vous pouvez pas agir, vous n'êtes pas autonome. C'est une question d'autonomie. La France a perdu son autonomie depuis la Constitution 2005 et les traités de Lisbonne. Voilà, bon, c'est une question qu'on a beaucoup traitée hein, avec Étienne Chouard, on en a reparlé avec Ousmane Temira. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a des... D'un point de vue socio-économique, la France n'est pas souveraine. La France n'est pas souveraine. Et donc quand vous êtes dans le cadre de l'Union européenne, vous pouvez pas être souverain. Voilà. Vous pouvez juste faire de la résistance pour vous opposer à plus d'austérité. Voilà. Essayer de bloquer au maximum. Mais il y a des mécanismes, c'est de l'ingénierie sociale. Voilà. Donc, soit Macron réussit à faire peur, comme il l'a fait aux deux présidentielles. C'était la stratégie. Hein. C'est tout sauf le Front National. Et donc, n'importe quel parti peut passer en face. Donc, soit cette stratégie marche, soit elle échoue aux législatives. Et le RN passe, et les Français constatent l'incompétence de Bardella, et finalement, il rebondit, ou son parti, sa formation politique rebondit, parce que c'est pas forcément Macron. Macron ne peut pas, je crois, ne peut plus se représenter au présidentiel. Son parti en 2027. Voilà, son parti, sa formation politique, peuvent rebondir à la prochaine élection. Donc le RN a obtenu un score historique aux dernières élections européennes, hein. Donc comme je disais, à peu près 32%. Comment penses-tu comment peux-tu expliquer ce vote? Quelles sont les raisons? Pourquoi les électeurs se tournent vers ce parti? De ton point de vue, pourquoi ce parti, d'un point de vue qui partait de très très bas dans les années 80, aujourd'hui est aux portes du pouvoir? La situation économique a changé profondément. La montée progressive et la suprématie politique, parce qu'aujourd'hui on peut parler de... Alors, suprématie c'est peut-être un terme encore un peu fort, parce que 30% c'est pas encore 50%. Il y a l'abstention en face aussi, qui est majoritaire. Mais dans ce contexte-là, c'est le premier parti de France hein, aujourd'hui. Hein. Le Rassemblement national, aux européennes, c'est le premier parti de France. Voilà, c'est ça que c'est le bilan qu'on peut tirer. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On sait très bien, il y a des colères nationales, le chômage de masse, la pauvreté, inflation, la dette qui explose, l'inflation qui a explosé depuis la guerre en Ukraine et même avant. Les mesures restrictives pendant le Covid. Exactement. Il y a une détestation du pouvoir, j'ai l'impression. Alors, il y a un fossé de toute façon. Il y a un fossé. Les gilets jaunes, les retraites, les agriculteurs. Tout à fait. Voilà. Tu as rappelé, tu as résumé un peu. Tu as répondu à la question d'une certaine manière. Des années en fait. Voilà, des colères qui se sont accumulées. Un pouvoir qui répond pas à ces colères, au contraire, qui les amplifie par sa politique. C'est un rejet complet du libéralisme. Vraiment du libéralisme politique, qui est paradoxalement autoritaire, du libéralisme économique et financier, qui est totalement prédateur et qui écrase les petits patrons avec des charges extraordinaires, des impôts terrifiants. Enfin, je veux dire, faut vraiment se rendre compte que ce que c'est d'être un petit patron. Alors, je ne parle même pas du salariat qui est écrasé avec. Donc, si les patrons ne s'en sortent pas, les employés ne s'en sortiront pas non plus. Et seuls les grands groupes et les monopoles, ceux qui ont, voilà, ceux qui possèdent le monopole, peuvent s'en sortir. Finalement, il y a aussi d'autres facteurs dont il faut tenir compte. Il y a un déclin de la démographie française traditionnelle, qui est l'un des signes, enfin l'un des marqueurs lointains
de la sécularisation finalement. C'est-à-dire, bon, les Français alors les Français se marient, le mariage est encore une réalité, mais le divorce aussi. Les mariages, ce sont des CDD qui, voilà, donc il y a plus de, la famille n'est plus une valeur en fait, n'est plus une institution. Les gens font moins d'enfants, comme tu le disais, parce qu'ils sont moins chrétiens aussi. Ils ont moins d'espérance et d'un point de vue économique, c'est surtout d'un point de vue économique, ils ont peur de l'avenir. Certainement. Donc il y a un essoufflement de la démographie. Il y a une phase vraiment décliniste de la France qui a perdu totalement sa souveraineté. On en a déjà parlé. Donc finalement il y a de l'autre côté il y a un autre segment important de la population française qui sont les Français issus de l'immigration, donc issus de l'histoire coloniale de la France. Donc il y a une histoire de la France avec ses ex-colonies, hein, l'Algérie, le Maroc, voilà, la Tunisie, l'Afrique subsaharienne, voilà. Donc il y a une démographie et un attachement aux valeurs traditionnelles qui n'a pas disparu chez ces populations-là. Et donc forcément, ça crée une visibilité au fil du temps, une visibilité démographique qui est un processus naturel. La France a toujours vécu comme ça, et il y a toujours eu de l'immigration. La France n'a jamais été statique. N'a jamais été immobile dans l'histoire. Voilà. Donc ça c'est toujours passé. Sauf que ça se passe dans des moments de crise qui sont vraiment. Il y a un caractère optimal de l'ensemble de ces crises. Ça c'est vraiment important. Et donc ça crée de la colère, ça crée de la frustration, ça crée du ressentiment, ça crée de la peur, et ça crée du rejet. Et là on a un conflit des France, parce qu'on a toute une première, deuxième, troisième. Là, chez la troisième ou quatrième génération de Français de confession musulmane qui ont une double culture, qui est une richesse, on en fait partie, hein, nous-mêmes on en fait partie, qui sont dans un conflit politique qui prend une certaine intensité aujourd'hui avec cette France qui refuse de voir la réalité en face et qui refuse d'assumer son histoire. Voilà, parce que quand on parle d'immigration, il y a des processus qui provoquent l'immigration. L'immigration, c'est pas un confort. Voilà, il y a des guerres, il y a de la pauvreté, il y a du pillage, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Donc on veut profiter d'un système capitaliste qui nous permet de nous enrichir, mais on refuse d'assumer les effets de ce système qui nous a permis de nous enrichir. Voilà. Donc il y a un manque de rationalité politique. Je ne veux même pas dire un manque d'honnêteté. Voilà, parce que là on est dans la morale. Mais même il faut avoir une rationalité politique. On peut pas mettre en place un système et condamner les effets de ce système. Voilà. Donc ça c'est à peu près c'est quelques éléments qui expliquent ça. Et puis ça c'est les raisons du vote. Ouais. Et les électeurs, on voit que la France périurbaine, rurale, vote en très grande majorité pour le RN. Hein. On le voit sur les cartes. Hein. Il y a que les centres urbains qui restent, on va dire, PS, Renaissance, un peu LFI, mais tout le reste, c'est parce que c'est un fantasme national. Pour ces populations-là citadines, hein, c'est ça. C'est un fantasme la présence musulmane. Rurale, tu voulais dire. Hein. Rurale, pardon. Oui, non, pas citadine, rurale, tu as raison. C'est un fantasme, la présence musulmane. Alors, ils croisent des musulmans dans les villes. Hein. Avec le matraquage médiatique aussi. Ça. Hein. C'est ça. On leur fait croire que. Je veux dire, en permanence. C'est pas en regardant CNews que tu vas avoir une vision apaisée. CNews, première chaîne d'infos en France, devant BFM. Ah, ben voilà, tu nous apprends quelque chose. Enfin, Ce mois-ci, elle a pris le leadership. Elle a pris la tête. Ouais. Elle a pris la tête. Ah bah, vous voyez, le Rassemblement National a pris la tête. Et CNews a pris la tête. Donc, Europe 1, Bolloré, JDD avec l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles qui fait de gros scores. CNews, comme je disais, BFM qui... C'est suffisant. Hein. C'est suffisant, mais il y a une logique dans ce que tu viens de dire. Là, t'as décrit une structure, en fait. T'as décrit et on sait très bien que les médias on n'existe pas politiquement quand on passe pas dans les médias. Donc, Glucksmann, voilà, on peut expliquer en grande partie avec la stratégie
avec l'alliance probable avec les écologistes, qui explique aussi son résultat, et l'abstention, par contre, pour le vote LFI, qui fait que LFI est toujours derrière, ce qui est pas normal en réalité. Simplement, en termes de potentiel, LFI a le potentiel d'être le premier parti de gauche, authentiquement de gauche, avec un programme social et pas un programme sociétal. Voilà. Après, libre à ceux qui sont issus des quartiers de s'impliquer et de faire changer la ligne de LFI s'il y a des problèmes au niveau de cette ligne-là, s'il y a des éléments qui ne vont pas dans le bon sens. Bah justement, tu parlais des quartiers populaires, des populations plutôt pauvres et jeunes de France, qui ne se sont moins mobilisés que les autres et qui se mobilisent moins en général lors de toutes les élections, on le constate. Pourquoi ? Comment susciter l'intérêt pour ces populations de se mobiliser ? Je pense que ces populations ont plutôt intérêt à se mobiliser, à se réveiller de leur apathie, et de leur léthargie. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont vitaux pour eux. Je veux dire, aujourd'hui, Jordan Bardella, Premier ministre de France, le Rassemblement national, premier parti parlementaire de France, ça veut dire ça va avoir des implications, ça va avoir des effets concrets. Ça va se traduire par des décisions concrètes. Ces décisions, on en a vu une petite partie. C'est des fermetures de mosquées. Ça va être l'arrêt de tous les projets de construction d'écoles. Ça va être la fermeture. Ça va être le harcèlement judiciaire et des petits patrons, voilà, de confession musulmane. Ça a déjà été le cas avec la loi contre le séparatisme. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a déjà une partie du programme, on sait déjà ce que ça a donné. Ça va s'amplifier. Mais ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Ça va restriction des libertés même pour tout le monde. Hein. Ça va être des projets pour interdire le voile sur la place publique. Très clairement, ça, voilà, ils vont tout faire pour ça. En commençant par les services publics, puis petit à petit dans l'espace. Exactement. Public. Exactement. Donc ça va être vraiment une répression à un niveau vraiment optimal, parce que finalement il y a un soutien démocratique entre guillemets, un soutien électoral plutôt. Je dirais plutôt un soutien électoral. Voilà. Donc il faut que les habitants de ces quartiers, il faut que tous ces Français issus de l'immigration ou cet électorat musulman, peu importe comment on l'appelle, qui est aussi sociologiquement fait de petits salariés. Hein, c'est des petits salariés, c'est les petites classes moyennes. Les prolétaires. Voilà, alors les prolétaires, bon, c'est plus des ouvriers aujourd'hui parce que c'est plutôt des salariés, des employés, oui. Voilà, des employés, des petits patrons aussi. Il y a une petite classe moyenne qui émerge. Donc il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils aillent voter s'ils sont inscrits sur les listes électorales. Alors on en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, il faut qu'ils fassent la démarche. Je ne sais pas si ça aboutira, mais ils doivent faire la démarche. Au moins, ils pourront voter à la prochaine élection, si ça ne passe pas pour cette élection-là, législative. Mais les députés, ce sont ceux qui votent les lois. Voilà. C'est ça, les élections législatives. Ça permet de voter pour des députés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui votent des lois. Et des lois, le RN pourra en faire passer. Il va y avoir beaucoup d'expulsions. Ça va être vraiment il faut pas s'attendre à autre chose. Surtout que il faudra bien justifier les échecs en termes de politique économique, financière, sociale, voilà, tout ce que le RN a promis qu'il ne pourra pas tenir. Il faudra bien détourner les colères, comme le fait déjà Macron, mais le RN le fera, il sera chez lui, il sera sur son précaré. L'utilisation des impôts des Français sera faite par ces partis. Et d'ailleurs, s'ils veulent être au pouvoir, être élus, ils seront obligés de faire des alliances forcément avec Reconquête de Zemmour, qui tient des propos clairement islamophobes en permanence, même on peut dire racistes, qui incite qui voudrait interdire les prénoms qui ne sont pas dans le calendrier, ce genre de choses. Donc au-delà de ça, c'est avec les impôts de tous les Français que ce parti va pouvoir mettre en place une politique répressive en général. Hein. C'est pour ça qu'il faut une mobilisation, pour éviter absolument l'abstention. C'est ça, il faut diminuer le taux d'abstention dans ce pays, au moins dans ces quartiers-là. Parce que, je veux dire, les plus faibles de la population française, vous les retrouvez dans ces quartiers-là. Donc ce sont ceux qui peuvent le moins se permettre de laisser passer ce type de parti. Je veux dire, c'est le seul pouvoir qui leur reste. Les plus touchés sont les moins concernés. Étrangement. Il faut une mobilisation générale. Moi, je parle vraiment d'urgence de mobilisation générale. Et je pense que tous les acteurs de la société civile doivent jouer leur rôle. Je pense notamment aux mosquées, qui, un certain nombre d'entre elles ont appelé
les fidèles à aller s'inscrire, à aller voter. Il donne pas de consigne de vote, hein, attention, il n'y a pas de consigne de vote. C'est un devoir citoyen, il faut poursuivre ce travail-là, c'est très important. Il faut indiquer aussi aux fidèles comment s'inscrire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, y compris leur amener les papiers, s'il y a des papiers à remplir, voilà. Donc il y a vraiment un travail de mobilisation électorale à faire. Il faut également que les acteurs associatifs de terrain se mobilisent pour sensibiliser, mener des campagnes, organiser des événements dans les quartiers pour pousser les populations à aller voter. C'est leur avenir, c'est leur vie qui est en jeu. Enfin, oui, c'est leurs droits qui sont en jeu là. Les prédicateurs, les artistes, oui, les sportifs. Il y a déjà certains artistes qui s'impliquent, il y en a d'autres qui ne s'impliquent pas, c'est vrai. Ce sera plus facile de s'impliquer sur le RN, hein. Il y a une espèce de réflexe, voilà, où c'est beaucoup plus facile. Faudra aussi vraiment être très sévère à l'encontre de certains influenceurs de la communauté musulmane qu'on peut voir qui eux mènent campagne contre les élections, qui ont pu mener aussi campagne contre LFI, vraiment, en sachant que c'était le seul aujourd'hui. Je veux dire, il s'agit pas d'être les valets de LFI, c'est pas ça du tout. Il faut avoir une conscience politique. Je veux dire, soit vous faites de l'idéologie, soit vous faites de la politique. Quand vous faites de l'idéologie, vous faites pas forcément de la politique. Et pas très souvent, quand vous voulez être dans le purisme idéologique, vous faites plus de politique. Si vous faites plus de politique, vous ne jouez absolument aucun rôle, vous n'influencez absolument pas le cours des événements. D'ailleurs, on le voit que le rapport de force, le RN, au bout de 40 ans, commence à en voir les fruits. C'est la preuve que ce rapport de force, il peut être inversé. Oui, mais il faut une mobilisation. Et vous avez des acteurs qui mènent campagne pour faire en sorte que des citoyens de confession musulmane n'aillent pas voter. Soit ils n'aillent pas voter, soit qu'ils n'aillent pas voter pour LFI, qui est actuellement, hein, aujourd'hui, le seul débouché politique sérieux pour cet électeur-là. Après, bon, en tous les cas, qu'ils aillent voter, même s'ils veulent pas voter pour LFI, qu'ils aillent voter. Parce que quand vous ne votez pas, vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales, qu'est-ce qui se passe? Pour la classe politique, vous n'existez pas citoyennement et on peut vous imposer ce qu'on veut parce que vous ne réagirez pas électoralement. Vous n'êtes pas respecté. Voilà. Il y a une dimension clientéliste dans la vie politique. Voilà. On peut le regretter, mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. On l'a vu lors des élections présidentielles au deuxième tour, où Macron qui soutenait, enfin qui essayait de récupérer l'électorat musulman, qui l'avait taclé pendant des mois et des mois. Oui, tout à fait. Il y a eu une évolution de la ligne de LFI sur un certain nombre de questions, sur l'islamophobie, sur pas mal de choses. Et il y a eu un travail, voilà, qui a été remarquable pour la dénonciation des crimes israéliens en Palestine. Il faut le reconnaître. C'est le seul parti en France qui l'a fait. Donc les arguments qui ont été utilisés par les détracteurs de ce vote-là, comme la question LGBT, je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des faux arguments, hein, quand on regarde surtout pour les européennes, très clairement. Et les gens en général ne peuvent pas être d'accord à 100% avec tous les partis. Non, mais en plus il y a une malhonnêteté parce que certains, par exemple, sont partis de France, ont été vivre en Turquie, au Maroc, en Algérie. Voilà, il y a différentes situations et ils ont tout à fait le droit. Et je comprends aussi que beaucoup de personnes quittent la France. Le climat est vraiment la pression quand vous êtes musulman, c'est vraiment détestable. C'est vraiment une pression énorme. Donc ça, c'est pas de ça que je parle. Ça, c'est pas le sujet. Mais simplement quand vous défendez les intérêts du pays dans lequel vous vivez actuellement, la Turquie par exemple, vous allez dire ne votez pas LFI parce que la position de Mélenchon sur les Kurdes, Mélenchon soutient les Kurdes donc ne soutient pas les intérêts de la Turquie et que vous n'avancez pas ces arguments-là. Mais vous allez jouer sur la question des LGBT, alors que c'est un faux argument, alors que le parti de Mélenchon est le seul parti qui a soutenu la cause palestinienne dans cette élection, et que la Turquie elle-même est plutôt ambiguë, a plutôt beaucoup d'ambiguïté sur ce sujet. Bon, je vais pas ouvrir cette fenêtre-là. Donc il faut vraiment être sévère et ne plus laisser ce type de discours qui est catastrophique se développer et favoriser l'abstention. Donc, quelque part, pour ces individus-là, il faudrait que la situation soit tellement catastrophique que les musulmans fassent la hijra, quoi. Ils s'en aillent, l'exil, quoi. Voilà. C'est un peu le projet Reconquête, en fait. La Reconquista. Zemmour aura gagné. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près voilà tout ce qu'on peut dire. Hein. Donc là, il faut une mobilisation. C'est vraiment important. Il faut aller voter. Voilà. Il faut se mobiliser. C'est très important. C'est une affaire importante. Là, c'est une opportunité d'agir. Il faut voir aussi cette situation de dissolution et d'organisation d'une nouvelle élection législative comme une opportunité de prendre son destin en main
et d'être un acteur de son histoire. Et il faut être à la hauteur de cette responsabilité, je pense. Merci Fouad Bari. Merci Farouk. On termine donc ce petit retour sur l'info exclusif et je dirais suite aux élections d'hier. Hein. Et puis on remercie nos auditeurs hein, qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Très important ça. À commenter si vous avez un avis à propager ou à diffuser sur ce qu'on a dit pendant cette heure de débat. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je te remercie Fouad Bari et puis on se dit à très bientôt sur Mizan TV comme d'habitude. Merci, à bientôt.